Bien, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Je sais que vous allez très bien. Je le sais. Je vous envoie beaucoup de bénédictions, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'abondance. Voilà, le sujet de ce soir, c'est comment ne plus être utilisé par les autres. Vous savez, partager. Partagez ce live et puis n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter. Le sujet de ce soir, c'est comment ne plus être utilisé par les autres. Nous allons, Gaha qui me dit Happy New Year. Happy New Year for YouTube. Thank you. Je vais rappeler mes deux invités qui vont devenir mes deux collaborateurs dans ce projet magnifique que nous avons. Bonsoir Laetitia. Voilà, là je vous vois. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Parfait. Alors, Isana, recommencez votre demande parce que je pense que c'est juste un problème de délai apparemment. Bonsoir, on y arrive. Bonsoir. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on est direct. Absolument. Et c'est ça la différence entre le direct et le différé. Voilà, on sait très bien que quand quelqu'un est une rockstar, ce qu'on voit dans le clip n'a jamais rien à voir avec ce qu'on voit sur scène. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va sur scène, parce que c'est une autre expérience. Bonsoir à vous deux. Isana, bonsoir. Bonsoir à Kinan. Je suis très heureuse de vous avoir ce soir encore une fois. Bonsoir. Et c'est un vrai plaisir. Alors, énormément de gens parlent de l'énergie de l'image. Énormément de gens parlent justement du business et tout ça. Et là, on est dans un sujet très profond. Le sujet de ce soir est comment ne plus être utilisé par les autres. Je pense que ce sujet est profond et d'une importance capitale. Et j'avoue que j'aimerais commencer par Isana. Parce que Isana, comme vous le savez, est coach en énergie de l'image, et puis mentor en développement personnel et dans le mindset. Isana, déjà pour vous, dans l'énergie de l'image, comment vous expliquez le fait que quelqu'un se fasse utiliser par les autres? Oui, c'est une très belle question. Bonsoir Maître Daim Kaya, bonsoir Maître Bess, bonsoir à tous les Daimaye. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Oui. Alors, dans l'énergie de l'image, comment expliquer le fait qu'on soit utilisé par les autres? Je pense que c'est quelque chose qui se vit couramment dans le quotidien de beaucoup de gens. Et je le dis à travers les coachings, les différents coachings que j'ai pu avoir, à travers ce que je peux observer. Alors, on va prendre des exemples concrets. Par exemple, j'ai connu une de mes clientes qui ne faisait jamais de mise en beauté et qui est venue en coaching parce que son mari était en train de partir avec la voisine d'à côté qui, elle, en faisait. Et cette cliente me disait, mais j'arrive pas à le croire. C'est vraiment le genre de femme qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'une femme soit comme ci, qu'il n'aime pas, c'est il. Et moi, je lui demandais, mais et toi? Donc, à ce moment-là, je ne suis pas en train de réduire l'énergie de l'image à une simple mise en beauté, même si c'est un plus. Ce qu'on remarque ici par rapport à cette femme, c'est qu'elle a délégué l'énergie de son image à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que dans un couple, on ne peut pas faire les choses qui soient agréables aux yeux de son mari ou de son épouse, mais ce que je dis, c'est que ça doit aussi être en phase avec qui on est. Et si ça doit déplaire à quelqu'un d'autre, et qu'on doit se plier complètement à ça, ça voudrait dire qu'on délègue l'énergie de son image à quelqu'un d'autre.
Alors, je suis curieuse, Issana. Vous venez de dire que cette femme en couple a délégué l'énergie de son image à quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai envie de comprendre parce que pour moi, ce que vous dites, je pense que ça arrive tellement souvent, mais je voudrais être sûre de bien comprendre ce que vous dites. Qu'est-ce que vous entendez par déléguer en tant que femme, dans l'exemple que vous avez pris en tant que femme mariée, qu'est-ce que vous entendez par déléguer l'énergie de son image vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Comment vous expliquez ça? C'est assez simple, hein. Une personne qui ne s'apprécie pas va avoir tendance à attendre que les choses viennent de l'extérieur, même au niveau personnel. Parce que l'autre jour, je disais que s'apprécier à sa juste valeur, c'est fondamental par rapport à l'énergie de son image. Mais on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la valeur qu'on se donne ou pas. Simplement s'apprécier. Et une femme qui ne s'apprécie pas, je prends l'exemple de cette femme-là, elle va avoir tendance à attendre que ce soit j'ai pris le cas du mari, mais ça peut être la copine. Il y a des femmes qui n'achètent rien si la copine n'a pas validé, si la maman n'a pas validé, si le papa n'a pas validé. J'ai eu à une époque de ma vie une cliente qui était enseignante de haut niveau puisqu'elle enseignait à l'université. Et au moment de travailler sur sa personnalité, ce que j'appelle les 3 images, au moment de travailler dessus, parce que ça rentre profondément dans la personnalité, de la façon dont la personne, elle s'est construite avec son mindset, est-ce que c'est véritablement ce qui est au fond d'elle qu'elle exprime ou alors est-ce que c'est un héritage qui ne lui appartient pas? J'appelle souvent ça trimballer des casseroles qui ne nous appartiennent pas. Et cette femme-là, à un moment donné, une femme avec de l'élégance, de la classe, mais elle dit, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui coince. Je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Mais c'est quoi, je ne sais pas. Sauf que les gens ne font pas toujours le lien avec l'énergie de leur image. Il y en a qui prennent, heureusement d'ailleurs, je commence à avoir des femmes qui sont relativement jeunes, qui prennent conscience de ça. Mais quand j'ai démarré il y a plusieurs années, c'était littéralement des femmes qui ont plus de 40 ans, qui ont plus de 50 ans, et d'attendre jusqu'à ce que ce soit le divorce, ou bien d'attendre jusqu'à ce que ce soit la maladie, ou d'attendre. Et elles ne font pas forcément le lien avec l'image. Et cette femme-là, donc, au moment de dire, OK, on va aller te regarder, toi. Hein, avec les outils et puis l'expérience et mon expertise. On va aller faire ça. Et elle était dans, ben oui, mais moi, dans les valeurs familiales, dans les valeurs de mon père, tu vois, nous, les conservateurs, je dis oui, je comprends, mais je te parle de toi. Et là, c'est les larmes, forcément. Parce que là, elle réalise qu'en fait, je déléguais, on parlait de laisser les autres contrôler en fait notre image. On parlait de l'énergie de l'image, mais il y a des personnes, c'est la carrière. De dire, voilà, je suis médecin parce que c'est ce que mon père voulait. C'est un peu la même chose, je m'habille comme ça parce que c'est ce qui fait plaisir à mon chéri. Je suis, je sais pas, je fais pas de mise en beauté parce que ma mère ou ma grand-mère avait horreur de ça. Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la question. La question n'est pas de faire une mise en beauté ou pas, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qu'est-ce que vous voulez envoyer à l'extérieur par rapport à votre branding, votre personal branding? C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire vous et vous. Il n'y a pas une question de se dire on va être égoïste ou pas. C'est que si on est soi, en quoi ça dérange? Et l'énergie de l'image permet d'être fondamentalement soi-même. Exprimé. Il y a une citation de Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. L'énergie de son image, on ne naît pas avec, on la construit. Et on la construit souvent avec tout ce qu'on nous a, je dirais, inculqué, voire imposé. Maintenant, à un moment donné, c'est bien que nous-mêmes, on puisse aller là-dedans et de se dire, bon, c'est moi, quoi. Et c'est moi, c'est apprendre à laisser. Et j'ai une personne qui me demandait comment, toi, Issana, tu fais pour te retrouver dans une réunion avec des personnalités anglaises, en étant la seule femme noire dans un public majoritairement blanc, majoritairement masculin, avec ton crâne rasé. Comment tu fais ça? C'est ça l'énergie de l'image. C'est pas une question d'avoir une perruque ou pas, même si ça m'arrive. C'est pas une question d'avoir un foulard ou pas. C'est pas une question de crâne rasé ou pas. C'est une question
de s'apprécier, d'être foncièrement, fondamentalement soi et de ne pas laisser quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je sais, je me regarde, je sais. C'est un je sais où on est, il n'y a pas d'insolence là, hein. Il n'y a pas ni d'insolence ni d'égoïsme. C'est un je sais qui est bienveillant, s'accorder cette bienveillance-là. Ou alors le déléguer à quelqu'un d'autre et puis se faire manipuler ou se faire… Des fois, les personnes qui sont autour de nous, ce n'est pas forcément qu'elles nous manipulent. Elles croient nous aimer, mais elles nous inculquent ce que elles voudraient et que peut-être qu'elles ne peuvent même pas. Souvent, on va avoir des personnes qui vont se dire « Ah oui, ma copine a acheté cette robe-là, ça lui va tellement bien, donc je vais acheter la même. » Mais alors, vous allez acheter la même, votre copine, est-ce que c'est vous? Vous savez quelle est son énergie à elle? Vous savez qu'est-ce qui émane d'elle? Vous connaissez ses valeurs à elle? Vous achetez la même pourquoi? Est-ce que vous savez que ça marche avec les formes, avec les couleurs, avec l'ambiance, avec l'univers, avec l'énergie? Vous savez tout ça? Donc, c'est quand même basique. Je me dis que, voilà, si les élites en profitent, c'est pas pour rien. Mais maintenant, nous, on est là pour mettre ça au service je veux pas dire de la masse, mais de ceux qui sont là, quoi. Qui sont prêts. Absolument. Oui. Mais c'est vibrant ce que vous me dites. J'ai la chair de poule, mais j'ai envie quand même vous me connaissez, de jouer la perturbatrice. Hein, on va dire bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à Lac, bonsoir Thérèse, bonsoir Soso qui vient d'arriver. J'ai envie quand même de poser une question qui dérange. Issana, il y a un débat actuellement partout dans la société afrocentriste, afrodescendant. Voilà, on explique que la femme noire, la femme qui porte une couleur de peau comme celle-là, ne doit plus porter la perruque parce que porter la perruque veut dire qu'on a une forme comment dire, on envie les blanches, on veut leurs cheveux et que dans un monde où la femme noire veut revendiquer sa position, porter la perruque, des cheveux morts venant des morts et tout ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. C'est même condamnable. Issana, vous êtes une femme, vous êtes d'origine africaine, vous avez vécu très longtemps dans un monde occidentalisé tout en gardant vos valeurs africaines. Absolument. Vous êtes coach en énergie de l'image, vous avez le crâne rasé, ça c'est carrément une devise que vous avez imposée quand on vous voit. On comprend que vous aimez qui vous êtes, vous avez une valeur de vous-même, mais ça vous arrive de mettre une perruque. Est-ce que vous qui êtes spécialisé dans l'énergie de l'image, est-ce que vous êtes d'accord de dire aujourd'hui qu'une femme qui a des origines africaines, qui porte une perruque, est une vendue, est une personne qui n'a plus de lien avec son passé, qui rêve en fait d'être une femme blanche? Waouh, rien que ça. C'est grave hein, quand même de dire des choses comme ça. J'aurais beaucoup de choses à dire dessus, peut-être pas forcément ce soir, mais je vais quand même en dire des choses. Hein. Si on s'amuse simplement à googler perruque de ce côté-ci, hein, moi je suis à Londres, quand je google perruque, les perruques qui apparaissent sont majoritairement destinées aux femmes blanches. Elles ne sont pas majoritairement… Attendez. Faut que je comprenne. Parce que, d'après tout ce qu'on nous a expliqué, les perruques, ce sont les femmes en général noires ou d'autres cultures qui utilisent. Vous êtes en train de me dire que la majorité des perruques qu'on met au service, qu'on met dans le business, en temps normal, sont pour des femmes blanches qui ont déjà ces cheveux lissés et tout ça là? Oui. La question pour la femme noire, j'aurai quelques anecdotes d'ailleurs dessus, mais avant d'en arriver aux anecdotes, la question pour la femme noire, c'est que ça a été encore une fois un business
qui n'a pas été contrôlée par les Noirs. Donc, du coup, il n'y a pas la satisfaction. Bon, peut-être les choses bougent maintenant, les afrodescendants commencent à prendre ce marché-là, mais ça a été longtemps destiné à certaines personnes comme les Asiatiques et autres. Hein. Et puis donc, quand on va voir une perruque destinée à la femme blanche, la qualité, elle est en général irréprochable. En plus, c'est adapté à ses cheveux, la forme liée, la couleur y est, tout y est. Et pour la femme noire, pendant longtemps, c'était un peu du n'importe quoi. C'était un peu comme quelque chose de particulièrement inadapté. Donc, quand on porte quelque chose sur soi qui est qui est inadapté, qui est inapproprié, premièrement, c'est sûr que ça se voit. Une femme blanche qui porte une perruque, ça ne se voit pas qu'elle porte une perruque. Une femme noire qui porte une perruque, pour que ça ne se voit pas, il faut qu'elle passe entre les mains d'Issana, entre autres, ou bien de quelqu'un de vraiment spécialisé, voilà. Et alors, une fois, j'ai eu un dîner ici à Londres avec une de mes connaissances. Et cette femme, elle est anglaise, hein, même si elle est d'origine allemande. C'est une personne qui travaille dans, je dirais presque les services secrets anglais, entre guillemets. Donc, nous sommes allés boire un verre avec sa compagne. Et cette femme, elle est en fait, comment on dit ça on dit homosexuelle ou… enfin, nous sommes allés boire un verre avec sa partenaire. Et puis, sa partenaire, durant le dîner, me dit, Issana, une fois, quand j'étais plus jeune, nous sommes allés en vacances avec mes parents et puis il y avait une petite noire qui avait des jolies tresses et puis tout le monde touchait et tout ça. Et je lui ai demandé, mais quel genre de personnes peuvent toucher les cheveux d'un enfant? Parce que les cheveux, c'est quand même précieux. Quel genre de personnes? Je trouve que c'est très intrusif. Même, pour moi, c'est même agressif. Et puis, elle enchaîne en me disant, oui, mais quand même, j'ai remarqué, parce qu'elle est infirmière, la compagne, hein, elle me dit, j'ai remarqué aussi à l'hôpital que oui, les femmes noires, souvent, elles sont en perruque. Et je lui ai dit, comme moi, parce que j'avais mon crâne rasé. Je lui ai dit, tu veux dire comme moi? Et là, elle était un peu toute rouge. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu connais l'histoire des perruques avec la femme juive? Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et là, c'est sa compagne, donc qui est juive, qui m'avait invitée, qui lui a dit, si, elle a raison, je suis juive. Et chez nous, la perruque, c'est une institution. C'est-à-dire que, oui. Faites vos recherches. Et je suis juive, chez nous, la perruque, c'est une institution. Une femme va se faire tondre par son mari une fois qu'elle est mariée pour ne pas, entre guillemets, être regardée peut-être, enfin, je connais pas bien les traditions juives, mais par rapport à la perruque, faites vos recherches. La femme juive, entre autres, porte énormément la perruque et pas qu'elle. Donc, pour moi, je ne veux pas forcément rentrer dans un débat de juifs ou de non-juifs ou de afrodescendants, de pas afrodescendants. Pour moi, la perruque, c'est un accessoire. En tant qu'experte en image, c'est un accessoire comme le foulard que je porte. C'est un accessoire comme les boucles que tu portes. C'est un accessoire, voilà, comme n'importe quel accessoire. Maintenant, si on décide de porter la perruque, il faut le faire en connaissance de cause. Ce n'est pas un mode de vie pour porter la perruque. Ce n'est pas quelque chose qu'on va porter du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des conditions pour pouvoir porter une perruque correctement, de façon à ce que ça puisse être adapté à nos besoins, que ça puisse être adapté à notre mode de vie, que ça puisse être adapté à notre carnation, que la forme, elle corresponde aux traits de notre visage, qu'elle corresponde aussi à notre énergie, à notre vibration, que la perruque, enfin, je peux faire tout un cours sur la perruque. Donc, moi, je me dis, pourquoi est-ce que la femme afrodescendante n'aurait pas le droit de porter la perruque? La seule chose, je pense, qui pourrait être aberrant, c'est que la perruque s'impose coûte que coûte, quoi. Voilà. Ce que vous dites est tellement profond. Moi, j'ai vécu une expérience, puisque je suis d'origine indienne et africaine, j'ai vécu une expérience assez particulière, c'est-à-dire que j'ai une amie qui s'en va prier dans un ashram en Inde.
Et elle est aussi d'origine indienne et africaine, cette jeune femme. Donc, effectivement, elle va prier et elle fait le don de ses cheveux. Donc, elle va voir un moine et elle demande au moine de lui raser les cheveux. Elle fait le don de ses cheveux. Mais elle précise au moine en disant, je veux qu'on prenne mes cheveux en termes de don, c'est vrai, mais ce que je voudrais, c'est que vous donniez mes cheveux à une femme qui est capable de faire une perruque indétectable, donc une lace, et que cette perruque soit vendue à quelqu'un de particulier. Et elle a précisé à ce moine, je voudrais que cette perruque soit vendue à mon ami Dayem Kaya, par exemple. C'est ce qu'elle a choisi. Mais dans ce cas-là, est-ce que moi qui suis d'origine indienne et africaine, le fait que la plupart du temps, si je mets une perruque, que les gens d'origine africaine me rappellent que ça veut dire que je suis en train de contredire mes origines africaines, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Ça veut dire quoi, contredire ses origines africaines? Quand on porte un vêtement sur soi et qu'on est des hauts consommateurs, enfin je dis je vais peut-être m'exclure de ça. La plupart des gens sont des consommateurs de la fast fashion. Est-ce que vous êtes au courant que la fast fashion, c'est de l'esclavage? Vous savez le nombre d'enfants qui travaillent pour que les vêtements soient de plus en plus moins chers, que les matières soient de plus en plus médiocres, pour que les gens consomment de plus en plus. Alors, pourquoi est-ce que le vêtement qu'on porte sur nous sera exclu? Quand j'accompagne mes clientes, on va aller travailler jusqu'à la matière, la texture, la forme, l'énergie. Ce n'est pas un hasard. Ça va aussi, il faut avoir aussi une certaine éthique. C'est facile de se mettre debout et critiquer les autres ou être se positionner en donneur de leçons. Ça, c'est facile. Mais alors, il faut le faire pour tout. Pourquoi spécialement pour la perruque? Moi, j'ai eu des copines qui étaient afrodescendantes avec le cheveu raide. Des fois, elles étaient obligées de poser leurs cheveux sur la table pour dire que ce n'est pas une perruque. Parce que la femme afrodescendante, c'est aussi une femme qui est multiple. Certaines ont des cheveux naturellement raides. J'ai des clientes qui sont afrodescendantes, qui ont des cheveux, des cascades de boucles. Elles sont obligées. J'en ai même eu une qui a les yeux bleus. Elle se reconnaîtra, qui est afrodescendante, avec des cascades. Elle me dit tout le temps, on me dit, mais tes lentilles. Je dis, c'est pas mes lentilles, s'il vous plaît. On lui dit, oui, mais arrête de mentir. Parce que on prend la femme afrodescendante, elle est multiple. Je pense que c'est là où il y a le plus de diversité. C'est pas simplement une femme qui a le cheveu, je ne sais plus comment ou comment. J'ai l'impression que c'est toutes les textures, on va les retrouver chez la femme afrodescendante. Alors, si elle veut changer de tête et utiliser la perruque comme un accessoire, le temps d'un soir, le temps d'un week-end, et que si en plus elle a travaillé sur l'énergie de son image, qu'elle sait vraiment comment la choisir, à quel moment la porter, comment faire qu'elle ne la subisse pas, mais que ça lui serve au lieu que ça lui desserve, moi je dis oui. Voilà. Waouh! Waouh! Alors là, je crois que, à ceux qui se posaient la question, je crois qu'on a une réponse claire. Vous comprenez ici que la conférence du 21 janvier va être d'une importance capitale parce que à un moment donné, il faut se libérer aussi de certaines choses on pense que la libération, c'est juste parler des cheveux. Mais voilà, vous avez Issana qui vous dit, si on veut aller dans cette direction, dans ce cas, il faut aller jusqu'au bout. Il faut parler, pas que des cheveux, de la texture du vêtement que vous portez, de l'eau que vous buvez, de ce que vous mangez, de la crème que vous avez. Vous passez sur le corps. La crème que vous passez sur le corps. C'est un ensemble de choses. Hein. Je peux en parler pendant des heures, mais c'est vraiment un ensemble de choses. Oh. Donc, je mets au défi un donneur de leçons de perruque de venir se mettre en face de moi et on discute. Oh. Voilà. Bon, vous avez compris. Issana, merci beaucoup. Kinan, wow. Vous qui êtes spécialiste en innovation entrepreneuriale, spécialisé dans l'informatique, mindsetter, formateur, quand on dit se faire utiliser par les autres, vous, qu'est-ce que ça donne dans votre langage? Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction directe et immédiate de ce que c'est, j'espère qu'on m'entend bien.
salue tout le monde. Mhm. Euh, c'est qu'on se sous-évalue. Oh. Oui, le premier problème du fait de justement devenir entrepreneur, de vouloir créer des systèmes de richesse ou des systèmes qui génèrent de l'argent, ou en tout cas des systèmes qui génèrent de la valeur, c'est comprendre déjà qu'on a de la valeur de manière intrinsèque. C'est comprendre déjà que quelqu'un qui va vouloir nous rémunérer pour notre temps, pour nos efforts, pour notre action, va nécessairement nous sous-évaluer. Mais cette sous-évaluation est tellement profonde que même quand certaines personnes deviennent entrepreneurs, et j'ai pas mal de gens qui viennent dans cet angle-là avec moi, ils n'arrivent pas à en vivre parce que malgré la qualité de ce qu'ils produisent, ils sous-évaluent le prix. Parce qu'ils partent toujours de la base que quelque part on doit les utiliser pour que, entre guillemets, les choses soient équilibrées. Attendez. Oh, Kinan, attendez. Vous dites que un entrepreneur ou même encore un employé qui veut sortir de là, quelque part dans son esprit, il y a quelque chose en lui qui veut qu'il soit utilisé pour qu'il y ait un équilibre de l'énergie. Je ne comprends pas. Expliquez-moi que je puisse comprendre, parce que là, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut vouloir qu'on le sous-évalue, qu'on l'utilise pour qu'il y ait un équilibre? Qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre que lorsque vous vous sous-évaluez, votre client est content. Pardon? C'est normal. Lui, il a quelque chose de valeur à un prix très bas. Oh, attendez, Kinan, attendez. Attendez, parce que là, j'ai mal à la tête. Déjà que Isana m'a fait chauffer les méninges et tout ça. Vous êtes en train de dire que la relation entre le client qui vient, et c'est-à-dire que le client qui lui en demande, et celui qui a la réponse à sa demande, c'est-à-dire celui qui propose, le client est ici en espérant que celui qui propose va se sous-évaluer parce que ça le fait gagner. Et celui qui se sous-évalue reste dans cette position. Pourquoi? Parce que c'est logique pour lui, parce qu'il a peur de perdre la clientèle. Voilà, vous venez de donner l'une des raisons. Le principe ici, ce n'est pas que tous les clients sont comme ça, mais la plus grande majorité des clients considèrent que toute interaction, toute transaction doit être une transaction où c'est eux qui gagnent. C'est une transaction où ils obtiennent plus que ce qu'ils payent. En tout cas, c'est comme ça qu'ils perçoivent la chose. Et de l'autre côté, c'est-à-dire pour un entrepreneur débutant ou même un entrepreneur qui n'a pas suffisamment d'équilibre dans sa perception de sa propre valeur, va penser que s'il arrive à obtenir qu'on le paye, c'est déjà bien. S'il doit travailler 2 à 3 fois plus pour avoir 2 à 3 fois moins, il se dit au moins j'obtiens quelque chose. Sauf que quand on est dans cette perspective de au moins j'obtiens quelque chose, c'est exactement la même perspective, ce qui fait qu'une personne qui a même beaucoup de diplômes ou qui a beaucoup d'expérience puisse travailler dans un poste, dans une entreprise où il gagne peut-être 1,5 fois ou 2 fois moins que certains de ses collègues qui font à peu près la même chose. Le principe ici, c'est qu'on se sous-évalue tellement qu'on a l'impression qu'on est, entre guillemets, au bord de la rupture à chaque instant. À chaque client, à chaque transaction, à chaque, j'allais dire, négociation qu'on fait, on part déjà perdant. On a l'impression que le client, pour toute raison, peut partir. On a l'impression, dans le cas de l'employé, que notre patron, pour toute raison, peut nous virer. On ne perçoit à aucun moment la profondeur de la valeur de ce que nous, on apporte à la personne. Et là, évidemment, on est utilisé par l'autre, parce que l'autre est bien conscient que vous ne savez pas votre valeur. Et cette situation devient vraiment pire lorsque votre client connaît bien le produit qu'il vous demande. Je vais vous donner un exemple d'une jeune dame. Alors ici, c'est un exemple, ce n'est pas une Afro-Africaine, c'est une Mexicaine. C'était aux États-Unis que j'avais rencontré. Elle faisait des sites Internet et elle était
vraiment très forte. C'est-à-dire que par rapport à d'autres gens que j'ai formés et qui ont fait des sites Internet avec moi et qui ont de l'expérience, elle était très forte en design, très forte en back-end. Bon, après, pour ceux qui connaissent les sites Internet, ils comprendront. Très forte en front-end, mais surtout, elle travaillait très vite. Elle était capable, sur un mois, de faire approximativement 1,5 à 2 fois le nombre de sites qu'une personne de très bonne facture peut faire. Sauf que ces sites étaient tous à moins de 1 000 €. D'accord. Alors, le problème ici, c'est qu'on peut se dire, ah oui, mais ça veut dire que c'est bon. Sauf elle avait 3 enfants, 4, elle avait 4 enfants. Elle était mariée, son mari ne travaillait pas, donc elle était vraiment la personne qui ramenait les sous. Donc, elle avait réussi à constituer une petite équipe de 3 à 4 personnes qui travaillaient à peu près comme elle, c'est elle qui les avait formées. Donc, elle générait, disons, approximativement 5 000 à 6 000 € par mois avec son agence. Sauf que, je lui ai dit, tu triples. Quoi? Tu triples le montant par site. Ton exercice, ça va être de multiplier le prix de tes sites par 3. Et tu envoies un message, un mail à tous tes clients et tu leur dis que désormais, le prix de la gestion mensuelle va être triplé. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent partir. Mais c'est stressant ce que vous lui avez demandé. Oui. Le changement est stressant. Elle s'est battue contre moi pendant une semaine. Je lui ai dit, de toute façon, si tu ne fais pas ça, moi, je m'en vais. Parce que je ne peux pas travailler avec toi si tu n'es pas capable d'affronter la réalité et d'agir en conséquence. Donc, il y a déjà affronter la réalité, mais ensuite agir en conséquence. Elle m'a dit, OK, je double. Je dis, OK, j'accepte le doublage. Tu fais le doublage. Je te donne une semaine à 15 jours, tu fais ton doublage et tu me recontactes. Elle a fait son doublage. Elle avait approximativement 150 à 200 clients qu'elle gérait. Elle était d'ailleurs sous l'eau. Elle est revenue vers moi. Elle avait perdu approximativement 15% de sa clientèle. Mais elle est revenue avec les larmes aux yeux. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais de 1, je pensais que j'allais perdre 75% de ma clientèle. De 2, au moins 10 à 15% de ma clientèle m'ont remercié d'avoir augmenté le prix. Oh, expliquez-moi ça, je veux comprendre. Ceux-là, c'était ceux qui voyaient qu'elle se sous-évaluait et qui culpabilisaient de l'utiliser comme ça. Mais wow. il y a à peu près 5% de sa clientèle qui lui ont dit « Cash, je te demande 1 à 2 sites par mois parce que je les revends à 5 fois le prix. » Oh! Je suis content que tu réalises ta valeur. Parce qu'au moins, on pourra devenir partenaire. Tu pourras peut-être former des gens à moi et je te paierai tes 2 à 3 fois le prix que tu dis là et moi, j'aurai toujours mon bénéfice. C'est jusque là que ça va de se sous-évaluer et c'est jusque là que ça va de trouver que se faire utiliser par les autres, de discuter les prix en étant tout le temps au rabais, à la baisse, en ayant le sentiment qu'on s'entend bien avec le client, puisqu'il est content, on est content. Non, si vous ne vous accordez pas autant de valeur que vous accordez à servir le client, il y a un problème. Elle avait 4 gosses. Avoir 6 000 à 7 000 € par mois dans une boîte où on a 4 employés, ça ne marche pas. Elle se payait moins de 500 à 600 $ par mois. Ça n'a aucun sens. Wow. Mais quand je lui ai demandé de tripler, c'est elle qui s'est battue contre moi. Mais je ne vous dis pas, avant la fin de ce mois-là, elle avait multiplié par 400. Et elle m'a dit, je n'ai rien à cirer qui s'en va. Sauf que, encore une fois, elle n'a pas perdu la moitié de ses clients. Encore 10 à 15% sont partis. Elle s'est retrouvée à avoir approximativement 30 à 40% de sa clientèle de départ
qui n'étaient plus là. Mais vous n'allez jamais deviner quoi. C'était les plus Tout à fait. chiants. Oh, attendez, attendez, attendez. Vous êtes en train de me dire que ceux qui veulent payer le moins cher dans ce genre de situation, comme dans le business, c'est eux qui sont les plus chiants. Oui, parce que votre client qui vous prend votre site et qui le fait payer, entre guillemets, en double, parce qu'il a un business à lui derrière, ou celui qui se sent coupable de vous prendre un site alors qu'il se dit que c'est trop bas, et ainsi de suite, ce n'est pas le client qui, malgré le fait qu'il sait que vous êtes sous le marché, voulait que vous fassiez 20 à 30% de moins sur le prix que vous lui avez donné. Vous lui avez accordé ces 30% de moins. Mais il vous appelle carrément, quand même toutes les semaines pour une modification, pour ceci, pour cela. Et donc, d'avoir créé son site, vous fait aujourd'hui devoir générer du temps de travail sans être payé puisque le site est déjà fait. L'hébergement, le suivi qu'il y a derrière, c'est payé à un certain montant parce qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de suivi. Mais lui, il occupe une grosse partie de votre vie sans rémunération, sous prétexte qu'il est juste votre client. Quand vous décidez de doubler le prix, c'est le premier à gueuler, à appeler, à insulter tout le monde parce que c'est inadmissible. Mais même vous, si vous êtes un peu conscient, vous réalisez qu'il suffit qu'il s'en aille et vous pouvez avoir 2 clients, 3 clients de plus. Parce que la plupart des clients qui voient bien votre travail de la bonne manière ne sont pas chiants. Ils sont organisés, ils sont structurés, ils écoutent ce que vous dites. Ils essayent de faire que les choses avancent. Alors, cette personne qui veut toujours tout gagner et toujours tout avoir au prix le plus bas, il va vous pomper tout ce que vous avez comme énergie, aussi bien émotionnel, le stress et tout ce qui va derrière. Et c'est ça que c'est que d'accepter de se faire utiliser en se disant que ça va bien parce que l'autre vous donne le sentiment d'être content. Il vous donnera toujours ce sentiment puisque son intérêt, c'est que vous vous ravisiez. Waouh! Waouh! Alors là, c'est très fort ça, c'est très fort. Hein? Il y a Sissi qui précise que le changement est un stress, hein, et stressant, et c'est tellement vrai. Par contre, il y a moins quelque chose qui... il y a Héritier Yaya qui dit, se faire utiliser pour moi est un terme qui ne devrait pas exister si nous parlons de valeur. Ce genre de phrases reviennent souvent. Kinan, qu'est-ce que vous dites de cette phrase? Se faire utiliser, hein, ne doit pas intervenir si on parle de valeur. Alors, le principe ici, c'est qu'on ne parle pas d'une valeur fictive ici. Hein. On ne parle pas de la valeur de la vie humaine ou de la valeur d'une relation qui sont des valeurs, entre guillemets, infinies. Votre valeur intrinsèque, elle est infinie. Mais si on imagine une seconde qu'il s'agit, je ne sais pas moi, de force et que vous gagnez 1 000 € au nombre de dizaines de kilos que vous êtes capable de soulever. On prend ce cas-là. Si vous êtes capable de soulever 50 kilos, votre valeur sur le marché sera de 5 000 €. Si vous êtes capable de soulever 100 kilos, votre valeur sur le marché sera de 10 000 €, et ainsi de suite. Donc, qu'on veuille rester dans des perspectives spirituelles ou des concepts intellectuels ou des idéaux mentaux, c'est une chose. Mais quand il va s'agir de soulever 7 kilos, le marché va vous donner une valeur claire. Il n'y a pas de question ici. Si le marché considère que 10 kilos, c'est 1 000 €, vous pouvez soulever 30 kilos, vous n'allez pas valoir plus de 3 000 €. Et c'est ça le problème ici, c'est que l'être humain adore se projeter mentalement dans des espaces qui lui permettent de jouer avec son esprit. C'est l'une des choses que le business vous enlève. Hein. Arrêtez de vous mentir. C'est peut-être vrai ce que vous pensez, mais sur le marché, la vérité a une forme spécifique. Et cette forme spécifique, vous êtes obligé de vous y plier. Alors, soit vous avez les capacités énergétiques de plier la forme du marché et donc faire en sorte que le marché aille dans votre sens, soit vous devez suivre le sens du marché. Et ça, c'est vous qui allez décider et de subir les conséquences. Parce que lorsque vous voulez plier le marché, si le marché ne veut pas, c'est vous qui subissez la conséquence. Hein. Ce n'est pas le marché qui va
ce que je veux dire par plier le marché, c'est par exemple ramener un nouveau produit que personne ne connaît, le vendre très cher en partant de la base que les gens en ont besoin. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont déposé le bilan au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans en fonction du nombre, de la quantité de capitaux qu'ils avaient au départ sur ce modèle-là. Wow. Je sais ce dont les gens ont besoin. Voici le produit qu'il leur faut. Mais les gens, ils vous regardent et ils sont en mode je n'ai jamais dit que je voulais ça, moi. Et personne n'achète. Donc, c'est bien marrant, c'est bien beau, c'est très humain, c'est très intellectuel, c'est très idéaliste de se dire oui, mais ce qu'il faut, c'est ça. La valeur de ce que je fais, c'est incommensurable. Ce que je fais, OK. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes ici sur Terre, vous êtes avec des gens et vous êtes dans un système qui va évaluer monétairement ce que vous faites. Et à ce moment-là, cette évaluation monétaire, vous devez soit savoir comment elle se fait et la comprendre et pouvoir jouer dessus, soit faire comme si vous ne saviez pas et vous allez subir le fait que vous ne saviez pas, soit être assez intelligent pour même trouver un moyen de la faire évoluer parce que vous comprenez peut-être l'énergie de l'image qui va donner une perspective à votre manière de présenter votre produit parce que vous connaissez l'équilibre des énergies de Maître Dahem Kaya qui va faire que vous n'allez pas être aussi difficile à déstabiliser que la majorité des gens qui sont sur le marché. Et donc, vous pourrez aller voir des clients qui sont peut-être plus durs et que les autres ne peuvent pas attaquer, mais qui ont peut-être plus d'argent. Donc, il y a ici une façon d'agir, un état des choses que le business ne va pas vous permettre de nier. C'est pour ça que je dis, et je le redirai toujours, le business est parmi les dernières initiations obligatoires de cette planète. Que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez même mère au foyer, vous devez comprendre ce que c'est que l'esprit d'entreprise. Vous devez comprendre ce que c'est que le business. Comprendre ce qu'on appelle l'énergie de l'échange. Parce que quoi que vous en disiez, vous en aurez besoin. Parce que vous n'avez pas des ressources infinies. Vous n'avez pas une quantité d'argent infinie. Même quand vous êtes très riche, vous n'avez pas une quantité d'argent infinie. Donc, vous êtes obligé, à un moment donné, pour certaines choses, de réfléchir à quelle stratégie utiliser pour arriver au fin, au but que vous donnez. Parce qu'on pourrait se dire, les gens qui sont, par exemple, très riches, ils ne réfléchissent pas à comment ils dépensent leur argent. C'est faux. Certes, ils ne dépensent pas sur les mêmes choses que vous, mais ils sont obligés de réfléchir parce que, malgré tout ce qu'on dit, vous ne pouvez pas tout acheter sur cette planète. Vous êtes obligé de faire des choix. Bien sûr, quand vous avez moins d'argent, vos choix sont plus par rapport à vos nécessités. Et quelqu'un qui a peut-être plus d'argent, ses choix sont plus par rapport à d'autres choses. Mais ça ne change pas le fait que vous allez devoir analyser. Vous allez devoir regarder la valeur. Vous allez devoir regarder ce que vous avez comme ressources, ce que vous avez comme temps, ce que vous pouvez investir là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Toutes ces questions, tout le monde les a. Même les enfants de 10, 15 ans qui obtiennent de l'argent de poche de leurs parents et qui doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire avec cet argent de poche, soit aller au cinéma ou acheter des bonbons, c'est la même chose. Vous pouvez pas, on ne peut pas faire autrement. Ou Ça se fait faire partie. Oui. Ou se faire raqueter, oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que cette réalité, elle est là. Et ne pas comprendre comment elle fonctionne va toujours être le résultat. Le résultat va toujours être une sanction. Que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas. Aujourd'hui, les gens se plaignent du pouvoir d'achat, non pas parce que leur pouvoir d'achat a diminué, mais parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le pouvoir d'achat. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, eux, pour que ça change. Ils croient que c'est quelqu'un d'autre qui les utilise, qui doit donner une solution à ce problème. Sauf que c'est eux qui l'ont le problème. Ce n'est pas lui. Bon, moi, j'ai 2 commentaires déjà à lire. Il y a Rose Blandine qui dit, comme on dit, comme un adage populaire dit, si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Ensuite, il y a Myriam Sonia qui dit, en parfait accord avec vous, monsieur, plus tu vends cher, plus tu es respecté et recherché. Nessouvia qui confirme qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. Mais moi, j'ai une question, comme Borissane a tout à l'heure, j'ai une question controverse quand même à poser, Kylian, parce que je peux pas ne pas la poser, ça me titille depuis un moment. La majorité des gens disent que le système capitaliste est le problème de cette planète et que si
on sort du système capitaliste, qui est en fait celui de donner un prix à tout et de vouloir absolument gagner en mettant des prix hauts et tout le reste, que la solution, c'est de sortir du système capitaliste et de repartager les richesses à tout le monde et de créer littéralement des barèmes de prix, des choses comme ça. Vous qui êtes justement dans la révolution de l'entreprise, qu'est-ce que vous dites de ça? Comment déjà qualifiez-vous le système capitaliste? Et est-ce que vous êtes d'accord avec la majorité des gens, surtout les pays émergents, comme le continent africain, comme d'autres endroits qu'on dit aujourd'hui, étant des pays, soit des endroits soit pauvres, soit en train d'être émergents, déjà, vous, qu'est-ce que vous dites du capitalisme? Quel bilan vous en faites? Et est-ce que vous êtes d'accord que le capitalisme est le problème et que si on en sort, on aura toutes les solutions? Je peux comprendre que certaines personnes disent cela, mais beaucoup de gens ne réalisent pas que Maître Daim Kaya dit souvent que l'univers est parfait, mais je crois que ce n'est pas si simple et évident pour tout le monde de le comprendre. Le système capitaliste aujourd'hui est le meilleur système que l'être humain ait créé, en tout cas pour l'instant. Oh, attendez. Vous allez vous faire des ennemis, là. J'espère que vous êtes préparés à ça. Je n'essaye pas de me faire des ennemis, et si les ennemis veulent se faire sur mon image, sur ce qui se représente de ce que je dis, tant mieux pour eux, ils seront moins ennemis avec eux-mêmes dans le miroir. Je ne suis l'ennemi de personne. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que beaucoup de systèmes ont été utilisés sur cette planète. Beaucoup de ces systèmes ont fonctionné jusqu'à un certain niveau. Et beaucoup de ces systèmes ont montré qu'ils ne fonctionnent pas à grande échelle. Alors, je ne vais pas vous dire lesquels marchent et lesquels ne marchent pas. Il suffit de regarder l'histoire, vous les voyez très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le système capitaliste, ou en tout cas une forme de système capitaliste, est à peu près répandu partout. Il n'est pas parfait, je ne dis pas ça. Mais il a les prémices, ou plutôt dans sa racine, quelque chose qui est très important. La responsabilité. Dans le sens où c'est par rapport à ce que vous faites que vous obtenez ce que vous obtenez. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, parce qu'on pourrait faire sûrement mieux. Mais au niveau d'évolution que la planète a aujourd'hui, c'est le meilleur système. Parce qu'en fait, on est dans une époque où tout le monde doit prendre la responsabilité. On est constamment, pour la majorité des gens, dans une position où on cherche un coupable. On cherche un responsable qui n'est pas nous. Ça veut dire que c'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre qu'on est le responsable ici. Attendez un peu, Kinan. Vous êtes en train de dire que le capitalisme, si on le regarde au-delà de ce qu'on nous montre, on observe un mouvement énergétique derrière? Oui, le capitalisme est en fait, j'allais dire, la mise en avant de la partie, j'allais dire, de la plus rugueuse de l'énergie de l'échange. C'est-à-dire que vous n'obtenez que lorsque vous êtes capable d'échanger à un niveau de valeur suffisant. L'énergie de l'échange n'est pas obligée d'être sous cette forme-là, mais c'est sa forme la plus externe, sa forme la plus dure, sa forme la plus rigide. Donc, tant que l'être humain ne sera pas suffisamment évolué pour comprendre qu'il n'a pas besoin que l'énergie d'échange soit aussi rigide, tous les systèmes qui fonctionneront avec lui seront des systèmes d'énergie d'échange lourds. Je vais donner un exemple ici pour qu'on comprenne bien. Dans le capitalisme, l'idée même de repartager les richesses n'a aucun sens. L'idée de repartager les richesses est une idée qui est hors du capitalisme. Pourquoi? Parce que si, je prends un exemple, je suis un marathonien ou je suis, je ne sais pas moi, architecte, je travaille comme un fou, un dératé.
Je suis marathonien, donc je cours tout le temps, je m'épuise, je mange de certaines manières, ou je suis architecte, je fais beaucoup d'appels d'offres, beaucoup ne marchent pas, j'ai une équipe, je me débrouille avec l'argent que je peux générer, je finis par me retrouver à avoir le bon projet où le marathonien finit par être champion du monde, je finis par avoir un revenu important, je trouve une manière de me marketer dans ce milieu-là, je décuple tout ceci, je finis par atteindre un certain niveau de revenu au bout de 10-15 ans. Et vous me dites que je vais devoir partager, disons, 50 à 60% de ce que j'ai généré avec d'autres personnes que je ne connais pas, qui n'étaient pas avec moi lorsque je travaillais ou qui ne m'ont pas aidé d'une manière ou autre. Enfin, en gros, très vite, mon esprit va être, mais vous vous prenez pour qui? Je cravache depuis 15 ans de ma vie. Peut-être que j'ai perdu mon mariage, mon chien et l'appart pour arriver jusque-là. Je suis stressé, je vais voir des psys parce que je veux obtenir ce résultat-là. Et lorsque je l'obtiens, vous me dites, il va falloir que tu partages avec l'autre là-bas. Et pour vous dire la vérité, la question de savoir pourquoi je dois partager avec lui, elle ne va même pas me traverser. Ma réponse sera obligatoirement, je ne suis pas trop d'accord. Alors, je ne sais pas comment toi tu vois le truc, je ne sais pas ce que lui il a fait, ou ce qui fait que tu me dises que je dois partager avec lui, mais vu ce que ça m'a coûté et le sang que j'ai laissé traîner sur la route pour arriver jusque-là, vous avez au moins 50 à 60% des personnes qui vont vous dire ça va se faire sans moi. Et c'est la nature même du capitalisme. C'est l'ensemble des efforts que vous fournissez qui vous permettent d'arriver là où vous voulez arriver. Et encore une fois, hein, ce n'est pas que c'est parfait. Et pour vous dire, le capitalisme même parfait n'existe pas dans notre monde puisque vous avez des dessous de table, vous avez de la corruption avec les gouvernements, vous avez plein de choses qui se font, qui font même que le processus naturel même du capitalisme est biaisé dans la plupart des sociétés, même occidentalisées et les plus évoluées, dans le capitalisme, j'entends. Donc, même là, c'est très tordu de dire tous ceux qui font des efforts ou tous ceux qui parviennent à accumuler de l'argent ou tous ceux qui ont trouvé le bon filon dans la recherche de la ruée vers l'or et ainsi de suite vont devoir partager avec tous ceux qui soit n'ont pas pu y aller, soit ont une raison pour justifier ou quoi que ce soit qui va se faire dans ce sens-là. Vous obtiendrez peut-être certaines personnes qui accepteront ça, mais la majorité des gens qui ont fait ce travail-là vont vous regarder du genre, et quand moi je me tapais pour faire tout ça là, lui faisait quoi? C'est ça. C'est ça qui va se poser comme question. Alors que la question soit légitime ou pas, c'est la première réalité de l'énergie de l'échange. J'ai échangé beaucoup d'énergie pour obtenir ce que j'ai obtenu. Pour quel échange? Je te donnerai à toi que je ne connais pas une partie de ce que j'ai gagné en faisant cet effort. Et si toi, qui, entre guillemets, veux que tout ceci soit repartagé, tu ne parviens pas à me donner une raison suffisante qui justifie, pour moi, hein, et là, pour le coup, vous ne pouvez pas le faire, malheureusement, même si vous voulez, soit vous faites une dictature qui oblige les riches à donner, et là, ce n'est plus du capitalisme, là, vous passez complètement dans la tyrannie parce que vous voulez absolument prendre l'argent à ceux qui l'ont pour donner aux autres parce que vous considérez que c'est juste. Mais ça, ce n'est pas du tout quelque chose de bien parce que c'est dictatorial. Alors, moi, attendez, finalement, j'ai une question à poser. Si jamais les riches décident d'arrêter d'être riches, c'est-à-dire que les créateurs de multinationales décident de ne plus du tout être créateurs multinationales ou alors décident de quitter votre pays et d'aller mettre leur base dans des pays qui les acceptent mieux. Les chefs d'entreprise décident de ne plus prendre de risques pour les employés et s'en vont. Et qu'on dit aux employés et on dit à ceux qui disent que redistribuer les richesses, qu'on leur donne la responsabilité de trouver le moyen d'avoir les connaissances que les chefs d'entreprise ont, mais décident de ne pas leur donner parce que ce sont des connaissances qu'ils ont appris dans un travail harassant. À votre avis, vous qui êtes spécialiste en innovation entrepreneuriale, qu'est-ce qui va se passer dans la société dite d'aujourd'hui?
Je comprends cette question, mais elle est une illusion. Dans le sens où, même si vous enlevez chaque riche de tous les endroits où il y a des riches et vous les mettez dans une autre planète, vous revenez 25 ans plus tard, vous aurez exactement le même système. Il y aura toujours des riches, des pauvres, et ça sera à peu près le même pourcentage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un équilibre énergétique. Attendez, Kinan. Vous êtes en train de me dire que 20% de riches pour 80% de moins riches, c'est un équilibre énergétique? Oui, mais le problème ici, c'est que ça fait partie de ces choses, lorsque vous le dites, tout le monde va vous dire que c'est absurde. Ok, je l'accepte et je ne vais pas essayer de vous expliquer. Je sais pourquoi c'est vrai. Je pourrais l'expliquer, mais ça n'aurait aucun sens. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que devenir riche dans un environnement où il n'y a pas de riches, c'est un ras-le-bol. Hein. Expliquez-nous. C'est quelqu'un, non, c'est quelqu'un qui vit comme vous et qui, à un moment donné, en a marre de cette vie-là. C'est tout. Et si on est dans un environnement capitaliste, il a le chemin pour sortir de là qui est l'entrepreneuriat. Il faut savoir que l'entrepreneuriat ou dans le capitalisme, il y a ceci, c'est-à-dire tu peux sortir si tu trouves le moyen que quelqu'un te donne son argent. Et donc, si tu as plusieurs personnes qui décident de donner son argent, tu as plus d'argent. Et donc, comme tu as plus d'argent, tu peux faire plus de choses, tu peux aider plus de gens si c'est ce que tu veux, tu peux être le pire mec au monde si c'est ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc, ça te booste ta capacité d'exprimer ta liberté d'expression. OK. Pourquoi? Parce que dans le système économique que l'être humain a découvert depuis qu'il existe, il n'y a qu'un seul moyen, un seul, de créer un système qui génère du revenu, c'est que les gens vous donnent leur argent. Même les États n'ont pas trouvé meilleur moyen puisque c'est par la taxe. OK? On n'a aucun autre moyen pour générer des richesses. Pour générer des richesses, il faut que des gens prennent de l'argent ou de la valeur qu'ils ont. C'est pour eux, ça peut être des habits, ça peut être, des aliments, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être du temps de travail, ça peut être ce que vous voulez. Mais il faut qu'un certain nombre de personnes accumulent ce temps de travail ou cette énergie, cet argent, et vous le donnent à vous pour une raison que eux jugent valide. La question de l'offre et de la demande. Quoi qu'on en dise, dans tous les systèmes, dans toutes les communautés, dans toutes les structures humaines que vous regrouperez, il y aura toujours des personnes qui ont plus de valeur aux yeux du système lui-même, donc de la communauté, par rapport aux autres. Je vous donne un exemple bête. Vous êtes dans un environnement où vous avez du mal à trouver de quoi manger. Okay? Les choses sont difficiles, peut-être la technologie s'est cassée la gueule, on ne sait plus cuisiner. En gros, c'est le bordel. C'est la merde. Okay? Tous les mecs qui font jardinage, cuisinier, tous ceux qui savent travailler l'aliment ont plus de valeur que les autres. Que vous le vouliez ou non, c'est intrinsèque. Vous ne savez pas cuisiner, quelqu'un sait cuisiner, il n'y a pas de plat cuisiné au supermarché, il a plus de valeur que vous. Parce que chaque fois qu'il cuisine, des gens peuvent manger. Le jardinier va pouvoir nous donner ses aliments. Donc, si on prend ces deux cas-là et que les gens ont de l'argent, ils vont donner leur argent où? Wow. Ils vont faire une sorte d'enchère pour que le cuisinier les mette en avant sur la liste d'attente par rapport aux autres. Et qui va devenir riche ici? Ben, le cuisinier et le jardinier et le cultivateur et ainsi de suite. Même si vous enlevez tous les riches de la planète, cette réalité ne changera pas. Il y aura toujours dans un groupe donné des gens qui, pour une direction précise déterminée, ont plus de valeur que les autres. Un exemple, on est dans une situation chaotique à cette époque-ci. Tous les artistes, les gens qui chantent, qui nous font rire, qui nous donnent envie de rêver, dans un environnement où tout est déprimé comme maintenant, ben, ils ont beaucoup plus de valeur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont beaucoup plus de valeur parce qu'ils nous permettent, en tout cas beaucoup d'entre nous, de penser à autre chose. Donc, s'il dit, je vais me mettre dans une salle et toutes les personnes qui rentrent, qui donnent 50 €, je vais les faire rire, ben, il va remplir la salle. Ben voilà, vous allez dire quoi? Que les 1000 fois 50, c'est-à-dire 50 000 € qu'il a gagné dans cette soirée-là, on ne doit pas les lui donner parce qu'il a pourtant fait rire les gens, il a réalisé, il les a fait rentrer dans la salle, ils ont accepté tous de payer 50 €. Enfin, vous pouvez dire qu'il n'est pas riche, mais s'il fait ça tous les soirs, il se fait approximativement 250 000 € par semaine. Je veux dire, si ça, c'est pas être riche, moi, je sais pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la richesse, c'est juste le fait que vous générez suffisamment de valeur pour qu'il y ait une sorte
l'accumulation de la demande autour de ce que vous offrez. C'est tout. Wow. Maintenant, vous pouvez décider que c'est une mauvaise chose, qu'il faut qu'il repartage. Donc, comme il gagne 250 000 euros par an, par semaine, il faut qu'il repartage à tous ceux qui étaient dans la salle parce qu'en fait, eux, ils sont pauvres. Mais la question, c'est le temps qui se prend pour apprendre à chanter ou à faire rire et tout ça. Est-ce qu'il va accepter? Je ne vous dis pas que c'est une mauvaise idée. Hein. Maintenant, il y en aura qui vont peut-être accepter, mais il y en aura qui vont vous dire, je suis désolé, hein, je ne tape pas comme ça pour vous renvoyer, pour redonner à ceux qui m'ont donné les 50 euros l'argent qu'ils m'ont donné. Quoi. Je ne vois pas l'intérêt. Wow. Bon, alors là, c'était du haut niveau, cette histoire. Il y a Robert Camona qui dit la vraie raison, alors que je lise bien, la vraie raison, c'est l'amour authentique envers l'autre qui sont vis-à-vis semblables. Bon, je ne comprends pas tout. Guy Coste qui dit nous sommes dans du haut niveau. Bénédiction à vous. Bon. Il y a Nessouvia qui précise générer suffisamment de la valeur. Bon. Je vous dis, le 21 janvier, ne loupez pas ça. Hein? Le 21 janvier 2023, ne loupez pas cette conférence parce que ça va être autre chose, vous voyez. Pour cette dernière partie, je vais revenir vers vous, Issana. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que l'énergie de l'image, il comprend que c'est un mot, une expression comme ça que certaines personnes riches et autres aiment entendre. Mais qu'en réalité, dans la pratique des choses, comment dire, quelqu'un qui s'occupe des bêtes, des brebis et tout ça, n'a pas besoin de discuter de son énergie de l'image. Quelqu'un qui est un agriculteur n'a pas besoin de discuter de son énergie de l'image. Quelqu'un qui est, comment dire, à la ferme, qui fait les métiers de la ferme, ou alors qui produit du lait, du beurre, des choses comme ça, ou qui produit du pain, un boulanger, et pour lui, ce sont des personnes utiles au fonctionnement de la société, ils n'ont pas besoin d'avoir un branding exceptionnel ou travailler l'énergie de leur image. Donc, pour lui, en conclusion, c'est encore un moyen que les riches ont trouvé pour essayer de faire la différence entre le tiers-état, la classe moyenne et les nobles. On va dire ça comme ça, entre les pauvres, la classe moyenne et puis les très riches. Vous, qui justement, hein, vous êtes spécialiste dans l'énergie de l'image, qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, la question c'est est-ce que quelqu'un qui travaille dans la ferme, on pourrait imaginer un agriculteur pourrait avoir besoin de l'énergie de l'image. En fait, là, c'est une façon de circonscrire l'énergie de l'image à une circonstance particulière. Parce que quelqu'un qui travaille à la ferme ou un agriculteur, hein, c'est comme si je pourrais dire un coiffeur. Quand on va dans les salons de coiffure en France, souvent, le code couleur, c'est souvent le noir, entre autres. Il n'y a pas que le code couleur d'ailleurs. Et du coup, est-ce que un coiffeur, en dehors de son cadre ou même pendant le cadre de son travail, a besoin de l'énergie de l'image? Est-ce qu'un agriculteur dans sa ferme, ou un berger avec ses moutons pourrait avoir recours? Mais l'énergie de l'image fait partie de tout un chacun, qu'on en ait besoin ou pas. Je dis souvent que nous, les humains, nous appréhendons notre environnement par la vue. Si on ne veut plus parler d'énergie de l'image, il faut simplement enlever la vue. Wow. Parce que même en étant seul, à moins que ce soit quelqu'un même qui, comment dire, ne se voit pas, mais je pense qu'on se voit d'une manière ou d'une autre, même dans le ressenti.
parce que ça part de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Donc, l'énergie de l'image n'est pas circonscrite à un métier en particulier. C'est une façon de se choisir, une façon de s'honorer, une façon de se célébrer. C'est une invitation, en fait, à la beauté. Et la beauté, est-ce qu'elle est interdite parce qu'on est berger ou parce qu'on est agriculteur? La beauté, en fait, elle n'est pas... Je dis toujours qu'elle est subjective. Elle est subjective dans la mesure où il faut d'abord la trouver. Est-ce que parce qu'on est berger ou agriculteur, on n'a pas envie de la trouver? Et c'est quoi exactement la beauté? Et une fois qu'on l'a trouvée, hein, parce qu'on a travaillé sur l'énergie de son image, encore faut-il l'accepter, encore faut-il l'exprimer. Donc, en quoi est-ce que un berger n'aurait pas, il n'a pas, comment dire, il n'a pas d'énergie parce qu'il est berger, ou un agriculteur, il va nu, même nu, il a un branding. Hein. Je vous ai parlé du fou africain l'autre fois. Même nu, il en a. Hein. On sait qu'il est nu. Donc, il a quand même une énergie de l'image. Donc, de le circonscrire à un métier en particulier, franchement, j'ai envie qu'on respecte les agriculteurs et les bergers et de ne pas les prendre pour des personnes qui sont uniquement avec leurs bêtes et puis leurs moutons. Non, c'est d'abord des personnes. Peut-être qu'ils ont des besoins à titre personnel, peut-être qu'ils ont des compagnes ou des compagnons, peut-être qu'ils ont des enfants, peut-être qu'ils sociabilisent. Donc là, non, on ne la circonscrit pas à une circonstance qui est là, en l'occurrence, le travail de l'agriculteur. On la circonscrit à son unicité, quel que soit le métier qu'on fait. La personne qui dit ça, qu'elle essaye de marcher nue en disant « moi, je veux rien avoir à faire avec cette histoire d'énergie de l'image », je ne suis pas en train de dire que l'énergie de l'image, c'est uniquement à travers l'apparence. Hein. L'apparence, c'est un des piliers parmi d'autres. Mais c'est aussi une façon d'exprimer cette énergie de l'image. Mais essayez de marcher nu et puis vous verrez, vous aurez un super branding. D'ailleurs, on vous reconnaît plus facilement. Donc, D'accord. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, oui, Oh oui. là là. Je disais, est-ce que je peux dire quelque chose par Oui, rapport à je ce que vous en prie. J'ai un exemple qui me vient en tête très parlant par rapport à ce que dit Issana. C'est, on va prendre le berger et l'agriculteur. On est dans un monde qui se mondialise de plus en plus. Et pour dire la vérité, beaucoup de gens croient que le fléau de la mondialisation, comme je disais la dernière fois, les crises qu'on voit, on se dit qu'elles sont arrivées hier. La mondialisation existait même avant la traite négrière. Okay? Donc, la mondialisation, on est dedans depuis des siècles et des siècles. Vous ne pouvez pas partir de la base qu'un éleveur ou un agriculteur, c'est juste un bouseux qui est tout le temps sale. Ah non. Pourquoi? Parce que, à notre époque, un investisseur australien peut débarquer en tout cas demander à rencontrer un agriculteur parce qu'il a entendu parler de la qualité de ses bêtes ou de ce qu'il produit et vouloir discuter d'un business avec. Si l'agriculteur, à notre époque, n'est qu'un bouseux qui fait comme on faisait il y a 200 ans, il est mort businessment parlant. Il doit comprendre le marché international, il doit comprendre dans quel monde il vit. Et je suis désolé, il ne va pas recevoir son Australien ou son Américain ou son investisseur d'Afrique du Sud dans son champ avec ses bottes et les mains toutes sales de bouse de sa vache. Ça n'a aucun sens d'imaginer un truc comme ça. Il va nécessairement le rencontrer dans un environnement à peu près cohérent à la manière dont on rencontre un investisseur dans le monde actuel, c'est-à-dire sûrement dans un bureau, sûrement peut-être lui montrer ses installations, mais la discussion ne doit pas se faire au moment où il monte ses installations. Donc, il va bien falloir qu'il se présente avec une certaine propreté, qu'il se comporte, qu'il parle d'une certaine manière, qu'il puisse négocier avec un peu d'intelligence ce qu'il a à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs et toutes ces personnes-là ne sont pas dupes pour le coup, ils savent bien la valeur que ça a. Absolument. C'est bien ceux qui sont encore dans ce processus de toujours chercher à voir comment ils peuvent reculer et enlever tout ce qu'on leur propose pour avancer littéralement. Et ils se disent, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, ça ne me concerne pas. Mais c'est faux. Analyse le truc et vois. Ne prends pas une position bloquée
dès le départ parce que tu as peur d'avoir à produire des changements. La vie, c'est du changement. Okay? La vie, c'est sa nature. Tu changeras 1 milliard de choses tous les jours. Et d'ailleurs, tu le fais déjà. C'est juste que ce changement-là te paraît peut-être lourd à faire et surtout, tu ne le comprends pas bien. Mais si tu ne comprends pas bien, calme-toi, ouvre tes oreilles, tes yeux, tout ce que tu es pour apprendre mieux ce que c'est. Te braquer ne va jamais résoudre le problème. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là. Allez prendre vos places pour la conférence du 21 janvier 2023. D'accord? Le lien est épinglé juste là. Allez prendre vos places. Allez-y rapidement. Allez prendre vos places. C'est important. C'est capital. Bien. OK. Merci beaucoup à vous deux. Excusez-moi, je vois quelque chose apparaître là. Excusez-moi d'intervenir comme ça, c'est parce que tout bouge en même temps. C'est mieux les fermiers en dehors du capitalisme. OK? C'est ça que je viens de dire. Okay. Oui. La personne s'appelle, alors, Fujiko. Voilà. C'est un nom japonais, on dirait. On dirait, oui. Cette façon d'imaginer que tout serait toujours mieux si on sortait de ce dans quoi on est, ça s'appelle une fuite. Pourquoi? Pas parce que je n'ai rien contre cette personne, je ne la connais pas. Le principe ici est le suivant. Vous ne pouvez pas arrêter le capitalisme avec un interrupteur. Que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, personne sur Terre n'a un système qui a vécu assez longtemps pour qu'on puisse dire on va remplacer le capitalisme. Et peut-être que ça existe, et peut-être qu'on y arrivera. Mais aujourd'hui, on est dans le capitalisme. Et les agriculteurs et tous les gens qui travaillent à l'intérieur sont obligés de s'adapter au capitalisme. Mais quand on revient en arrière, même dans les structures tribales à l'ancienne en Afrique, absolument, quand dans un village, les villageois se réunissent, et ils le faisaient souvent, et ils vont dans les champs les uns des autres pour que tout le monde ait une belle récolte. Le capitalisme, c'est le droit inaliénable qu'ils ont de conserver leur récolte. C'est quoi que vous voudriez? Qu'ils puissent faire tout ce travail pour toutes ces familles et qu'ils aient arraché tous leurs efforts comme ils l'ont fait pour que quelqu'un d'autre ait le droit, parce qu'il est plus fort ou parce que je ne sais pas quoi, qu'il ait le droit de venir prendre la moitié de ce qu'ils ont fait pour le partager avec je ne sais pas qui, que eux peut-être ils ne connaissent même pas. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Parce qu'on peut reprocher au capitalisme beaucoup de choses, et je suis tout à fait d'accord avec la majorité des reproches du capitalisme. Mais il y a une chose à l'intérieur qui a tendance à être respectée, c'est que ce pourquoi tu travailles est supposé être à toi. C'est pas... On peut en tout cas vouloir mieux que ça, je suis tout à fait d'accord. Mais avoir ça, dans certains cas, pour vous dire la vérité, ça ne se produit même pas. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui disent être capitalistes et qui t'enlèvent quand même ce que tu travailles. Okay? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas gagné même à ce niveau-là. Avoir déjà un capitalisme qui soit vraiment un équilibre d'échange où celui qui fait les efforts ou ceux qui font les efforts, qui décident de se mettre ensemble et qui décident de construire quelque chose, ont vraiment la valeur ajoutée de ce qu'ils ont et ils prennent donc la liberté de redistribuer ou pas, mais c'est eux qui décident. Si on arrivait déjà à arriver à ce niveau-là, sans qu'il y ait d'intervention tierce, de corruption, de système de copinage, ou je ne sais pas quoi, qui se mettent entre les deux, ça serait déjà génial. Sauf que là, ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est une forme utopique de société qui nous permettrait qu'en gros, on puisse obtenir tout ce qu'on veut sans que rien de ce qui nous gêne se produise. Really? C'est ça le but? Je vais voir comment vous allez produire une telle société. La société, le monde sera toujours gênant. Il fera toujours des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prête puisque vous êtes en apprentissage. Vous êtes dans un monde qui vous fait découvrir des choses sur vous-même et sur lui à la minute, tous les jours. C'est très difficile de construire si on est tout le temps en train de combattre le changement. C'est très difficile. L'une des choses les plus importantes qu'on essaye de faire passer comme message, c'est soyez adaptatif. Exactement. Adaptif. Combattre
combattre le changement, quand il y a un tsunami, combattez le tsunami et on va voir qui va gagner. C'est bien beau de se dire, oui, ça serait génial que la vague elle ne monte pas à plus de 10 mètres du sol, mais ce n'est pas vous qui décidez de ça. Et vous n'avez pas le pouvoir, ni même les contacts, ni même une stratégie, ni même une théorie qui pourrait justifier que demain, le capitalisme s'arrête. Alors pourquoi imaginer un monde sans capitalisme aujourd'hui, alors que vous pourriez construire le monde d'aujourd'hui de manière peut-être à pouvoir produire dans les faits une société qui ne serait pas capitaliste demain? Si vous voulez changer le capitalisme, vous allez devoir construire dans le capitalisme les prémices de ce nouveau monde, ce qui oblige à ce que vous soyez obligé d'intégrer les règles du capitalisme pendant que vous construisez les prémices du nouveau monde. Donc, il vous faut apprendre le capitalisme. Oh, oh, bon, écoutez. Oui. Oui, allez-y, Sana. Oui, je rejoins d'une autre façon ce que dit Kinan, parce que quand on regarde un petit peu autour de nous et qu'on voit comment certaines personnes se font absorber littéralement au nom de la famille parce que, par exemple, c'est l'aîné, donc comme c'est l'aîné, il faut qu'elle soit ou il soit pressé, ou parce que elle est en Europe, comme elle est en Europe, il faut qu'elle se saigne pour que tout un ensemble de personnes puissent soi-disant vivre. Parce que ceci, ça rejoint un peu ce que dit Kinan. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'éviter l'inévitable? À qui est-ce qu'on veut mentir quand on se fait absorber littéralement tous les jours? Les personnes se font tous les jours, sous les yeux de tout le monde, exploiter. Une simple vidéo que j'ai mis sur mon TikTok, j'ai été très je vais dire désagréablement surprise, parce que je préférerais que ce soit le contraire, avec plus de 500 commentaires, où celle-ci dit oui, ma mère a payé la maison familiale pendant 30 ans. Elle a envoyé de l'argent en Asie et finalement, elle s'est privée de vivre. Quand elle est retournée en Asie, elle s'est rendue compte que ses sœurs ne faisaient pas la cuisine parce qu'elles avaient une cuisinière, que ses sœurs ne se lavaient pas les cheveux parce qu'elles allaient chez le coiffeur et que elle devait être cette bonne sœur gentille qui envoie. Et les cas sont nombreux. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes essayent de tourner autour du pot dans une société où avant même d'aller chercher le responsable ailleurs, il suffit de regarder sa propre vie, deux fois, et de regarder autour de soi. Et là où les personnes se font le plus lyncher, se font le plus absorber, c'est dans leur cercle personnel. Chacun s'assoit et regarde un peu autour de lui et fasse le bilan pour voir et en tire les conclusions au sein de la famille, au sein de l'entourage, au sein de l'environnement, sans même aller chercher les multinationales ou autres. Hein, rien que ça déjà d'apporter un équilibre, ce serait bien. Et pourquoi est-ce que les personnes en sont là? Elles en sont là par rapport, je disais encore, j'insiste sur cette partie de mindset, parce qu'on les a conditionnées comme ça. Et tellement elles sont conditionnées comme ça qu'elles ne se rendent même pas compte. Et d'ailleurs, c'est très, très difficile de se rendre compte quand c'est la famille. Quand il y a le lien de sang, le lien de, ah oui, on est du même village, on est du même clan. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument que je me fasse utiliser par cette personne sans même m'en rendre compte. Voilà, les cas sont quand même assez nombreux. Et même une fois qu'on s'en rend compte, comment se sortir de là? Wow. Écoutez, merci à vous deux. Ça a été vraiment très instructif d'échanger avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, hein. C'est pas le moment pour hésiter. Prenez votre place pour la conférence du 21 janvier 2023. Le temps passe tellement vite, on ne réalise pas. Le temps passe excessivement vite. J'ai eu justement un commentaire de Ida, Ida qui me dit, maître, voilà, Ida Taillé qui me dit, ça y est, j'ai pris ma place. Voilà. Mes félicitations, Ida. Donc, écoutez, allez vite,
faites-le rapidement, d'accord? Parce que la réduction qu'il y a actuellement ne va pas durer longtemps et d'ici la fin de cette semaine, au pire milieu de la semaine prochaine, vous allez vous retrouver avec le montant entier à payer si vous souhaitez assister à cette conférence. Hein? Donc, prenez vos places maintenant. Je l'ai précisé, ceux qui souhaitent payer leur place en espèces. C'est pas compliqué. Vous prenez contact avec moi. Je vais vous dire où je suis dans Paris 12e actuellement. Je suis dans le 12e arrondissement de Paris. Vous pourrez venir payer vos places directement. Donc, écoutez, très, très important. Foudiko qui dit merci, monsieur, pour tout ce que vous avez dit. Je vous ai écouté attentivement. OK. Kinan, Isana, merci beaucoup pour ce qui s'est dit aujourd'hui. C'était vraiment très profond. On a encore bondi d'un cran. Nous nous voyons vendredi à 20h, heure de Paris. Ça sera d'ailleurs peut-être pas la dernière fois qu'on va se parler comme ça à trois, mais après, on va vraiment pouvoir avancer dans d'autres choses. Chacun d'entre nous est très occupé, c'est vrai, mais nous avons pris la responsabilité de faire ceci pour que les gens arrivent un peu à comprendre ce que chacun d'entre nous peut apporter. Mais j'ai envie de poser une dernière question avant qu'on se sépare. Très, très important. Isana, OK. Coach en énergie de l'image, vous êtes d'origine africaine. Est-ce que votre travail, est-ce que votre cible particulière est les personnes noires, afro-descendantes, afrocentristes? Est-ce que vous êtes uniquement dans le monde de la blackitude, comme certains jeunes disent aujourd'hui, ou est-ce que votre travail concerne tout le monde? Alors, je dirais que mon travail concerne tout le monde, mais avant même de dire ça, quand j'ai commencé à exercer, j'ai créé mon activité indépendante, mon entreprise en France en 2011 et je suis devenue d'abord consultante en image en 2013, puis experte en image plus tard. Et quand j'ai commencé, peut-être, je ne sais pas, peut-être dû au fait que j'habitais j'habitais un petit village, hein, ma première clientèle, elle était caucasienne. Et au point où je me suis dit, où sont les afrodescendants? Pourquoi je me suis dit ça? J'accepte les personnes indépendamment, voilà, de leur, comment on va dire ça, de leur couleur ou quel que soit. Hein. Mais quand même, j'avais envie de servir la personne afrodescendante correctement. Que les choses qui sont faites pour nous, ça c'est moi hein, qui pense comme ça, qu'elles soient d'abord faites par nous, plutôt que de toujours attendre que ce soit les autres qui le fassent. Voilà, ce qui ne m'empêche pas de rester très ouverte. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis quand même très contente parce que petit à petit, les afro-descendants commencent à venir et à comprendre aussi de quoi il s'agit. Donc, je me dis, voilà, il suffit d'être là pour sensibiliser aussi, hein, parce que quand on ne sait pas, c'est peut-être normal aussi ou quand on n'est pas au courant. Donc, je poursuis mes lives, mes vidéos, mes posts pour pouvoir sensibiliser un maximum. Et je vois que les personnes réagissent à ça. Et je suis très contente parce que je me dis, c'est à nous de faire les choses pour nous. D'accord. Kinan, idem, même question. Vous êtes, votre travail, vos compétences. Est-ce que votre niche cible, est-ce que la population ciblée ici sont des personnes ayant la même couleur de peau que vous, c'est-à-dire que noires, africaines, afrocentristes, afrodescendants, la blackitude, comme je disais tout à l'heure, ou est-ce que vous êtes universel, vous êtes ouvert? Alors moi, je comprends ceux qui veulent faire les choses de cette manière, mais moi, je ne suis pas du tout de cette perspective-là. Je ne vois pas comment la couleur de peau de quelqu'un influe sur sa capacité à comprendre, à vouloir ou à atteindre n'importe quel but. Donc moi, par définition, je suis ouvert. J'ai appris les arts martiaux avec des maîtres asiatiques. J'ai appris la connaissance
des Amérindiens par des... Enfin, en gros, j'ai souvent appris avec des gens qui n'en avaient strictement rien à foutre de ma couleur de peau. Donc, je suis naturellement universaliste, structurellement. Maintenant, je comprends tout à fait cette énergie qui veut que certaines personnes qui sont plutôt afrocentristes ou plutôt désireuses de faire des choses pour l'Afrique, je le comprends. Et je vois même, moi, un déficit dans la manière dont les Africains sont servis. Et peut-être que pendant un certain temps, je vais m'atteler à réfléchir à comment rééquilibrer ce déficit. Mais pour vous dire la vérité, mon désir, c'est de rééquilibrer d'une manière générale les déficits, mais pas seulement ceux des Africains, dans le sens où si quelqu'un vient me voir et qu'il n'est pas africain et que son énergie, c'est véritablement ce qui se passe pour moi, hein, c'est-à-dire que je regarde la personne, je discute avec la personne, si son énergie est au beau fixe avec la mienne, par rapport à ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Donc, je ne vais pas spécifiquement faire de la recherche pour spécifiquement toucher des personnes qui ont la peau sombre parce que personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Maintenant, je comprends tout à fait et j'ai souvent beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, oui, il faudrait que tu fasses ceci. En tout cas, on trouve que ce serait bien que tu fasses ceci pour les Africains. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, j'ai très peu vu l'énergie suffisante chez les Africains pour travailler avec moi. Et moi, je ne peux pas changer ça. C'est-à-dire que tant que les Africains ne seront pas assez déterminés pour travailler avec quelqu'un qui ne va pas reculer ou essayer de les cajoler ou essayer de voir qu'on est frères et donc permettre qu'il y ait une certaine fluidité. Moi, je ne suis pas dans ça. Soit on va au but et on est déterminé et on fait ce qu'il y a à faire, soit on le fait pas. C'est tout simple. Donc la question ne se pose pas pour moi dans ces termes-là. C'est-à-dire que je ne vais pas devenir plus souple parce que je suis... Voilà. Et donc ce truc-là, pour moi, c'est dangereux. C'est-à-dire que si faire les choses pour les afrocentristes, faire les choses pour... Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir qui étaient d'origine africaine, justement, et qui me disaient, oui, mais j'ai des problèmes parce que quand je fais mes prix, les Africains ne veulent pas payer, donc je suis obligé de les baisser. Ce genre de perspective-là, c'est pas bon du tout. Parce que cette façon de voir qui, a priori, semble habiter les personnes qui sont supposées être afrocentristes, qui est donc, ils ont un prix pour leurs produits, je ne sais pas moi, ils font quelque chose qui coûte 2000 euros, mais pour les Africains, il va falloir que ça coûte 1000 euros, voire 500 euros, voire 250 euros, et la personne ne rentre même pas dans ces chiffres. Et elle se dit, mais je fais ça, c'est un sacrifice que je fais pour mes frères. Wow. Non, mais les mêmes frères vont payer le triple ailleurs. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Oui, oui. Le fournisseur serait caucasien ou d'une autre nationalité, on paierait le prix qu'il a demandé. Mais comme c'est un frère, donc il y a un côté un peu, moi je ne rentre pas là-dedans. C'est-à-dire que je n'ai rien contre travailler avec tout le monde. Je n'ai pas quelqu'un avec qui je ne pense pas que je ne puisse pas travailler, si ce n'est que si je ressens une énergie particulièrement résistante ou particulièrement pas désireuse de changer, mais qui veut quand même, elle dit avec la bouche qu'elle veut, mais elle ne veut pas changer, je ne vais pas rester là longtemps. Et ça, ce n'est pas une question de couleur. Quelle que soit votre origine et d'où vous venez, pour moi, si vous n'avez pas l'énergie du changement, je ne vais pas changer avec vous parce que je ne suis pas là pour me battre contre vous pour que vous changiez. Ça, je ne peux pas l'admettre. Maintenant, de la même manière que je suis dur avec les personnes avec qui je travaille parce que je suis conscient que si je n'ai pas cette rigueur, ils n'ont pas de direction, je ne vais pas réduire cette dureté sous prétexte que je travaille avec des personnes d'origine africaine. Pour vous dire la vérité, j'aurais même tendance à l'augmenter. Pourquoi? Parce que les Africains, contrairement à la plupart des gens avec qui je travaille souvent, sont beaucoup plus fins, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus débrouillards qui veulent bien le croire et même faire croire. Donc, ils ont souvent des capacités extrêmement puissantes et extrêmement fortes, mais quelque part, il y a une sorte de paresse de les faire sortir. Et donc, je suis souvent obligé d'être encore plus dur pour qu'ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes et qu'ils révèlent ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'ils se cachent beaucoup trop souvent derrière une sorte de victimite un peu mal structurée qui est supposée exprimer pourquoi ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Alors qu'en fait, ils ont parfois des capacités qui dépassent tous les gens qui font déjà cette chose. Donc pour moi, ce n'est pas des choses avec lesquelles je fonctionne. Si je me rends compte que la personne n'est pas déterminée à s'ouvrir à une nouvelle perspective d'elle-même, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est tout simple. Oh, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Moi, je dirais que moi, je travaille avec tout le monde, mais j'ai remarqué ces derniers temps, et merci à l'Éternel pour ça, j'ai remarqué ces derniers temps que les Africains, j'aime pas le mot les Africains, je vais dire les personnes qui prennent conscience de ce qu'elles sont et qui ont une couleur de peau foncée sont en train de se réveiller. Et ça, c'est quelque chose, aussi bien je me plaignais il y a de cela 10 ans, parce que la plus grande partie de ma clientèle, c'était des gens caucasiens ou venus d'autres peuples que les personnes à la couleur de peau noire. Aujourd'hui, j'ai des personnes à la couleur de peau noire qui se battent pour venir m'engager, pour prendre mes produits. Parfois, ce n'est pas facile, mais ils stick to it, c'est-à-dire qu'ils se maintiennent, ils se battent, et à la fin, le résultat est extraordinaire. Le résultat est extraordinaire. Donc, moi, je tiens à rendre hommage ici, hein, aux personnes qui se réveillent à l'énergie, aux personnes qui se réveillent à la vérité spirituelle et énergétique, aux personnes qui se réveillent et qui grandissent, qui font grandir leur vibration énergétique. Et je pense que c'est grâce à ces personnes-là que des gens comme nous ont pu se dire, nous allons pouvoir parler de certaines choses ouvertement sur Internet, parce que des personnes comme nous, il se trouve que, oui, en général, nous sommes engagés par des personnes qui ont beaucoup de moyens et qui ne sont pas du tout dans cette classe sociale à laquelle nous parlons. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et je tiens à remercier ces personnes-là. Maintenant, ceux qui traînent encore le pas, ceux qui sont encore dans la paresse, ceux qui sont encore dans une forme de victimite qui malheureusement ne leur apporte rien d'intéressant, on le voit au résultat qu'ils obtiennent dans leur vie, je dis une seule chose. Il est temps pour vous, mais alors grand temps pour vous, de vous réveiller, parce que les années qui viennent ne vont pas vous pardonner. L'énergie qui est en train de se déverser dans le monde actuellement ne vous pardonnera pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui a la possibilité d'apprendre, quelqu'un qui a la possibilité de grandir dans sa vibration énergétique, quelqu'un qui a la possibilité de s'accomplir et qui se met des freins psychologiques, émotionnels, spirituels, en se disant « je ne peux pas, je ne peux pas ». Ça va, l'univers ne va pas vous pardonner ça. C'est très, très important. L'univers ne va pas vous pardonner ça, et je dis faites attention. Vous avez peut-être l'habitude de vous prendre la tête avec les êtres humains, parce que les êtres humains vous considèrent. L'univers n'en a rien à cirer de vous. L'univers a un fonctionnement simple. Il a des lois, ok? L'univers a des lois. Si vous ne respectez pas ces lois-là, il réagit sur vous. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibre qui se fait, et il ne va pas écouter vos plaintes parce que ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est une histoire des êtres humains. Donc, faites attention avec ça et prenez les dispositions qui sont nécessaires. Il y a Godi qui dit, Maître Daim Kaya, comment ils ne sont pas en France, hein? Moi, je dis, ceux qui sont en Afrique, doivent comprendre que, contrairement à ce qu'on leur a expliqué, les meilleures opportunités sont là-bas. Donc, partir de la base que non, on n'a pas autant d'argent qu'eux, non, on n'a pas si comme eux, non, on n'a pas que. Je dis ici encore une fois, quand on réfléchit comme ça, eh bien, c'est très simple. Vous allez voir le marabout du coin qui vous dit que donne-moi 500 francs CFA et je vais régler ton problème. Vous y allez parce que ça coûte 500 francs CFA. Non, Godi, ceux qui n'ont pas de carte de crédit, il y a les Western Union, il y a en tout cas chez moi, il y a ça. Hein? Il y a ça. Il y a les Western Union, il y a les MoneyGram. Ce n'est pas un problème. C'est pour ça que je dis aujourd'hui,
il est important de réfléchir. Trouver comment assister à cette conférence. C'est-à-dire que je peux vous dire que c'est très, très important. Tous ceux qui nous écoutent, si rien encore dans votre esprit ne vous a décidé à prendre votre place, trouvez la solution pour prendre votre place à cette conférence. Parce que le message que vous allez envoyer à l'univers en ce qui concerne vous et ce que vous souhaitez atteindre et réussir dans la vie ne va pas du tout être le même message qu'à tout le monde. Alors, je dis quelque chose. Oui. Je vois un commentaire là que je trouve très intéressant à regarder. Vous pourrez tous répondre. Nous avons été aliénés. Alors, ce commentaire semble être en rapport avec tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté se focaliser sur les afrocentristes, sur la diaspora ou quoi que ce soit de ce type, c'est-à-dire centré sur les personnes à la C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Non, je n'ai rien contre le fait que ce soit faux, que ce soit vrai. Il faut que beaucoup de gens réalisent que lorsqu'on dit, comme cette série de live a commencé avec un live qui disait pourquoi cette crise est une opportunité pour vous. Lorsque cette phrase ne s'applique pas à vous, ce n'est pas une opportunité. Donc, par définition, ce genre de phrase, et là, je ne parle pas à la personne en tant que telle, c'est le concept derrière. Nous avons été aliénés, veut dire en gros quoi? Qu'on a une raison qui justifie qu'on n'arrive pas à être très déterminé pour changer les choses. Et moi, ça ne marche pas dans ma tête. Si on a été aliénés, comment se fait-il que certains d'entre nous veulent sortir? Eux, ils n'ont pas été aliénés? On a tous été aliénés. Pourquoi certains se battent? Certains aujourd'hui sont millionnaires. Certains se battent pour sortir de ce système. Certains se battent pour se libérer de tout ce système. Et je ne parle pas ici seulement du système de domination caucasien a priori occidental sur l'Afrique. Non. Cette planète entière est dans un esclavage, pas juste les Africains. Exact. Donc, tout le monde se bat. Les Africains se battent à leur niveau et chacun se bat à leur niveau. Dites-moi le nombre de personnes qui vont réussir à sortir de là en se disant « Oui, mais nous, on est aliénés. » C'est très fort, c'est très puissant. Donc, comme nous, on est aliénés, ne nous demande pas trop. Hein, parce que nous, c'est la merde. Bon, on préfère en fait manger la merde parce qu'on est aliénés en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire, on est aliénés. Donc, il faut arrêter ce genre de raisonnement. C'est parce que vous êtes aliéné. Le pire, c'est que si vous pouvez ouvrir votre bouche et l'affirmer, c'est que vous en êtes conscient. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui vous tombe dessus que vous ne savez pas. Vous savez que vous êtes aliéné, ça veut dire en gros, c'est comme si vous disiez, moi j'ai eu un accident, il faut que je fasse de la rééducation. Tu sais que tu dois faire de la rééducation, tu devrais être la première personne à te lever à 6 heures du matin et à marcher jusqu'à 10 heures. Celui qui a ses jambes qui fonctionnent, lui encore, on peut comprendre qu'il dorme. Toi, quand tu dois être rééduqué, tu devais travailler 10 fois, 15 fois plus que les autres. C'est cette conception qu'il faut parvenir à intégrer. Justement parce que nous sommes supposés être aliénés, on devrait travailler à se désaliéner beaucoup plus que tous les autres. Donc, ça ne peut pas être une excuse pour justifier un ralentissement du mouvement. Et quand je parle de mouvement ici, je ne parle pas de mouvement de communauté ou afrocentriste ou quoi. Je parle de mouvement pour votre vie, à vous, pour vous et pour personne d'autre. Parce que c'est ça le piège ici. Ces mouvements de groupe finissent par faire croire aux gens qu'on peut résoudre un problème de groupe sans résoudre le problème de chacune des parties et de chaque personne dans le groupe. Vous pensez vraiment que sans handicapés, je parle ici de personnes qui ont mal à une jambe et qui ne marchent que sur l'autre, qui sont similaires à 100 personnes, s'il s'agit par exemple de courir, qui ont leurs deux jambes. Il faudrait, pour ces 100 handicapés, si on parle d'handicap, de les faire travailler jusqu'à ce qu'elles récupèrent un niveau avec leurs jambes similaire à celui des autres qui ont leurs deux jambes pour pouvoir partir de la base qui aura un équilibre, en tout cas s'il s'agit de courir. On ne peut pas se dire que sous prétexte qu'on est nombreux et qu'on a tous le même problème, on va le résoudre parce qu'on est ensemble. Ça ne marche pas, je suis désolé. Si vous avez 100 personnes qui ne savent pas se battre et que vous vous battez avec 100 personnes qui savent se battre, le fait que vous soyez 100 veut juste dire qu'il va se passer beaucoup plus de sang. C'est tout. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc, il faut sortir de ce genre de concept.
Chaque fois que vous avez un concept qui vous sécurise, au point de vous donner le sentiment que vous pouvez rester dans votre état de difficulté sans trop faire d'efforts et vous pouvez le remettre à demain, ça veut dire que c'est un problème. Cette justification-là est un problème. Parce que si Bon, vous êtes assis sur une plaque qui chauffe, vous ne vous dites jamais, je vais rester assis, je vais me brûler les fesses, on verra demain. Jamais vous vous dites ça. Ouais. Donc, excusez-moi, Encore faut-il se rendre c'est le compte. genre de Ouais. choses qui ont tendance à me faire sortir de mes gonds. C'est pour ça que je suis peut-être un peu virulent. Excusez-moi si ce que je dis a parfois peut-être mal interprété. J'essaye d'être le plus clair et le plus incisif possible parce que je veux que chaque personne qui entend ce que je dis comprenne que chaque fois qu'elle trouve une excuse dans sa tête qui justifie qu'elle reste dans la position dans laquelle elle est, ça fait que toutes les énergies qui sont faites pour l'aider deviennent des énergies qui sont faites pour l'enfoncer. Mais ça, c'est à cause de ce qu'elle détermine elle-même. En tout cas, oui, Issana, vous vouliez dire quelque chose. Non, j'allais dire, encore faut-il se rendre compte que la plaque chauffante, encore faut-il s'en rendre compte qu'elle est bien chaude, hein, parce que ça devient confortable et finalement, voilà, on s'habitue. Et je parle souvent d'un livre, alors je pense que le titre, c'est La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Et bon, ben voilà, elle finit par mourir brûlée parce que l'eau chauffe, mais bon, c'est confortable. Il n'y a pas ce réflexe à un moment donné d'aller à l'intérieur de soi et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ou de sentir même à l'extérieur de soi. Donc, cette fameuse zone de confort qui nous joue oui, des tours. Oh là là, bon, Guy Koski dit que Maître Kinan, vous êtes toujours clair et limpide. Bon, je pense que voilà, c'est très très clair. Issana, merci beaucoup Merci. de tout ce qu'on s'est dit ce soir. Merci beaucoup, Kinan, de votre intervention. Je pense que certaines personnes vont vouloir parler à Kinan personnellement et parler à Issana personnellement, ça va être très intéressant. De toute façon, souvenez-vous, on l'a publié, nous avons un compte YouTube. Hein, voilà. Et là, vous y allez et puis voilà. Il y a Godi qui a posé une question tout à l'heure en demandant à qui est-ce qu'on envoie les Western Union et les MoneyGram. Toute personne qui sera dans cette problématique, vous me contactez, je vous donnerai les infos. Hein, les infos pour ça. Oh, ma chère Eugénie, beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Issana, Kinan. Beaucoup de bénédictions à vous deux. Ça a été un vrai plaisir d'être en votre compagnie ce soir, comme d'habitude. Et je me pose des questions parce qu'il y a des thématiques où j'ai envie de vous entendre, telles que la sexualité, telles que justement la couleur de peau noire, telles que l'histoire du peuple noir aujourd'hui et ce qui se passe dans le monde. Je crois que notre chaîne va être très intéressante à cause de ça, parce qu'on va vraiment parler de ce qui se passe au jour le jour et analyser chacun d'entre nous dans ces différentes parties, ce qui est en train de se passer dans le monde et donner ses capacités aux gens qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup. Toutes mes bénédictions. J'ai dit à tout le monde, à vendredi, 20h, heure de Paris. Au revoir, Issana, Kinan. Je vous dis à vendredi. Merci. Alors, Kino Adelaï qui dit, peut-on participer même en étant retraité? Oui, rien ne vous empêche de participer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. OK. À bientôt à vous deux et puis bénédiction.